bonjour à tous, je suis le Dr Wamedi, je travaille dans un service de médecine vasculaire à l'HEGP et je vais vous présenter la physiopathologie et les symptômes d'une thrombose veineuse profonde. Tout d'abord, les petits rappels de l'anatomie vasculaire. Il existe deux systèmes distincts, un système à haute pression et un système à basse pression. Le système à haute pression, c'est le système artériel. Donc le cœur va éjecter du sang dans les artères pour irriguer les organes supérieurs via des petites artères, capillaires, etc. Le système veineux, lui, va faire revenir le sang des organes jusqu'au cœur. Et donc c'est un système qui est à basse pression. Après les échanges avec les organes, va revenir dans le cœur droit, puis va se passer une circulation pulmonaire dont on va vous parler, je pense, plus tard, où se font les échanges avec l'oxygène. Les veines, donc là encore, deux systèmes distincts. Le réseau veineux profond qui assure 90% du retour veineux. Il est relié au système superficiel qui lui se situé juste sous la peau. Et donc pour le membre inférieur, comme il est montré ici, le réseau veineux fémoral au niveau du pli de l'aine, avec la jonction avec le réseau superficiel, la veine fémorale qui va aller devenir une veine opitée vraiment derrière le genou, puis les vaisseaux distaux sous le genou. Mais comment remonte le sang vers le cœur malgré la pesanteur quand on est debout? Tout simplement grâce à la marche, et donc le coussin plantaire et la pompe musculaire du mollet. Il existe aussi l'inspiration diaphragmatique qui va permettre le gradient de pression, parce que le sang il ne peut remonter que grâce à un gradient de pression, sinon il n'y a pas stagnant. Et ces veines elles fonctionnent grâce à des valvules, donc le corps il est très bien fait, parce que les valvules elles sont situées tous les 5 cm, et elles vont s'ouvrir lors de la contraction musculaire, donc lors de la marche. Elles vont permettre au sang de remonter, et ce qui est important, c'est surtout elles vont se fermer quand on sera au repos. Donc ça va éviter au sang de redescendre dans le pied. Maintenant, la thrombose veineuse, elle se définit comme une oblitération d'une veine par un caillot sanguin. Comme on peut le voir schématiquement, et surtout sur une coupe d'échographie, on ne voit pas très bien, mais là on voit les valves dans la veine fémorale et un thrombus qui occupe la veine. Maintenant, on va parler des mécanismes qui vont créer cette thrombose veineuse. Et comme le professeur Samara vous l'a dit, ça s'appuie sur la thèse de Virchow. Donc je vais essayer de vous présenter ça un peu plus schématiquement, plus cliniquement que ces termes techniques. Donc on va commencer par la stase veineuse. Donc je vous ai dit que le sang est remonté grâce au coussin plantaire et à la pompe musculaire. Donc vous imaginez bien que si on a un plâtre ou une fracture du col, du genou, etc., on ne va pas poser le pied par terre, donc on ne va pas créer ce retour veineux. Et donc ce sang, il va stagner. Il va stagner, donc favoriser l'apport et l'accumulation de facteurs procoagulants et donc limiter leur élimination. Le deuxième facteur, un peu plus technique, c'est l'hypercoagulabilité. Donc souvent, c'est des maladies chroniques telles que le cancer ou alors des maladies qu'on appelle la thrombophilie avec des déficits en facteurs anticoagulants tels que l'antithrombine, la protéine C ou la protéine S. Plus fréquemment, ça peut être aussi dû à un traitement hormonal type pilule strombogestative. La troisième lésion, c'est la lésion endothéliale. Donc l'endothélium, c'est la paroi veineuse. Et donc, dès qu'elle est lésée, finalement, le corps il est assez bien fait, mais peut-être même trop bien fait, car quand cette paroi est lésée, on veut réparer cette lésion. Sauf qu'en réparant cette lésion, on active les facteurs procoagulants qui aura une réponse un petit peu surévaluée. Donc, par exemple, en réanimation ou en hospitalisation, quand on a besoin de mettre un cathéter veineux, on le met en profond, on fait une lésion. Ces patients, en général, ils sont agités. Donc, il y a la stase veineuse, on a déjà deux facteurs de thrombose veineuse. Si on en rajoute en plus une maladie sous-jacente telle qu'une thrombophilie, on est presque quasiment sûr de faire une thrombose si on n'a pas de traitement préventif ou même curatif. Maintenant, on va parler un petit peu de l'histoire naturelle et des signes cliniques de la thrombose. Donc initialement, elle naît sur un nid valvulaire. Et ce qui est très important de savoir, c'est que ce thrombus, initialement, il n'est pas adhérent à la paroi. Donc le risque, dans les premières heures, c'est l'embolie. Et donc l'embolie valvulaire, dont on parlera plus tard. C'est dans ce sens qu'on met les traitements anticoagulants à dose thérapeutique très rapidement. Après quelques heures, voire jours, l'adhésion à la paroi, il y a une vraie adhésion de la thrombose à la paroi qui va occlure la veine et donc créer les symptômes dont on va parler plus tard. Après, à terme, après quelques semaines,
La règle est la regainaison plus ou moins complète de la veine, même s'il peut persister des occlusions. Et ce qui est important, c'est que c'est la fibrinolyse naturelle et non le traitement de coagulant qui va déboucher cette veine. Parlons des signes cliniques. Donc, dû à l'occlusion, à l'obstruction veineuse, on aura une douleur du mollet du fait de la stase veineuse, d'un œdème du mollet, pareil parce que le sang reste en dessous cette veine qui est occluse. L'augmentation de la chaleur locale de la rougeur en réponse à cette thrombose, donc une réponse inflammatoire associée à une température. Mais finalement, ces signes cliniques, ils sont très peu spécifiques, inconstants, et donc on a besoin d'une nécessité diagnostique. Ce qui est très important de savoir, c'est que finalement la thrombose veineuse profonde, pour la santé des patients, c'est pas très dangereux. On ne meurt pas d'une thrombose veineuse profonde, mais il y a quand même deux critères diagnostiques de gravité, enfin signes de gravité, qui sont l'embolie pulmonaire, dont on va vous parler tout après, et l'exceptionnel phénix bleu, qu'on appelle aussi la phlegmatia cerulea-dolens, qui va finalement mimer une ischémie artérielle, donc un arrêt de la circulation, dû à un œdème tellement majeur que ça va comprimer les artères. Là, le risque à terme, c'est plus de sang en bas, les tissus nécrosent, et donc c'est l'amputation. Donc comme je vous disais, ces signes cliniques sont inspécifiques et inconstants, donc il y a de nombreux diagnostics différentiels, tels que les déchirures musculaires, les entorses ou les fractures de membres inférieurs, les ruptures de kystocoplité, l'érysipèle, qui est une infection de la peau, le lymphœdème et les hématomes. Ainsi, on a besoin d'algorithmes diagnostiques qui va nous permettre de savoir un petit peu la probabilité clinique d'avoir une thrombose veineuse profonde ou non, et c'est en fonction du terrain du patient, donc comme M. Samarin vous l'a présenté, les facteurs de risque, l'immobilisation, l'hospitalisation, les antécédents familiaux, les antécédents personnels, tels un cancer, une thrombophilie, et en fonction de la probabilité, on va avoir deux stratégies différentes. Soit on fera, si peu probable, un bilan biologique avec le dosage des décimères. Si ceux-ci sont inférieurs à 500, on va exclure le génétique de thrombose. Si la probabilité clinique elle est forte ou que les décimères sont supérieurs à 500, on va réaliser l'échographie Doppler des membranes inférieures. C'est un examen de référence qui est très sensible, très spécifique, donc on se trompe rarement. Et le diagnostic principal se fait sur une incompressibilité de la veine, comme je vais vous montrer après. Bien entendu, parfois il faut éliminer les diagnostics différentiels, au moins par une radiographie de jambe ou une RP selon la clinique. Un petit exemple du coup de thrombose veineuse, alors on va vraiment faire ça très bien. Là, on voit l'artère qui est libre, incompressible. Là, on vient penser, c'est la peau du patient et l'opérateur appuie très fort. En général, on ne voit rien ici parce que la veine, elle est compressible, elle est totalement plate. Là, on voit à l'intérieur du matériel qui est hyper écogène, qui est une thrombose veineuse d'allure plutôt aiguë, car la veine est très dilatée. Normalement, elle fait à peu près la taille de l'artère. Donc en conclusion, la thrombose veineuse profonde, c'est une pathologie qui est très fréquente, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est 50 000 à 100 000 cas par an en France, avec une physiopathologie qui s'appuie sur la triade de Virchow, comme je vous l'ai énoncé, des facteurs favorisants qui sont à dépister pour mieux comprendre le mécanisme, des signes cliniques qui sont non spécifiques, s'appuyant sur l'œdème, la douleur et la chaleur locale, avec des examens complémentaires qui sont nécessaires pour confirmer le diagnostic, au mieux une échographie Doppler et, si doute, des décimères avant l'échographie. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que toutes les thromboses veineuses profondes sont symptomatiques? Non. Donc c'est un peu... C'est problématique, oui. Et c'est pour ça que souvent, même sur les patients qui ont déjà fait une thrombose veineuse, on fait un bilan de séquelles pour avoir une cartographie entre guillemets des lésions, pour savoir d'où on part, parce que parfois, en effet, elles ne sont pas symptomatiques et on trouve des thromboses qui sont passées à l'as, mais souvent distales. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on... Les malades qui ont une embolie pulmonaire diagnostiquée, est-ce que c'est utile d'aller rechercher systématiquement une thrombose veineuse profonde? Ça ne va pas changer le traitement ou pas? Oui, ça va changer parce que on peut, dans un suivi, faire une échographie à un moment pour une douleur haute, parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels, trouver une thrombose et se dire qu'il a récidivé. Alors qu'en fait, ce ne sera pas une récidive, ce sera le même épisode,
Et donc ça changerait notre prise en charge sur le traitement anticoagulant. Donc ça a l'idée de cartographie. Exactement. Et ça a l'idée de réflexion sur un traitement au long cours. Parce que c'est un homme jeune, un homme jeune où on avait décidé d'arrêter pour se dire on va lui laisser un petit temps sans anticoagulant, on retrouve une thrombose après, ça va changer notre prise en charge diagnostique, alors que finalement la pensée ne changerait pas. C'est là initialement. Merci. Je suis Justine, infirmière de coordination pour SOS embolie pulmonaire. Et donc je vais vous présenter l'embolie pulmonaire, le mécanisme des symptômes. Donc premièrement, le mécanisme de l'embolie pulmonaire, on a déjà compris un petit peu les facteurs qui mènent à la formation d'un caillot, en langage médical on appelle un thrombus. Le thrombus, dont je vous l'ai expliqué, c'est soit l'anomalie du flux sanguin, soit une lésion de la paroi du vaisseau, l'intérieur du vaisseau, et l'hypercoagulabilité qui vous a déjà été présentée. Ce caillot mène à l'occlusion d'une veine, ça crée une phlébite quand ce thrombus se trouve au niveau de la jambe. Il peut y avoir d'autres localisations qui sont beaucoup plus rares au niveau digestif ou cérébral, mais ce qui nous intéresse ici, c'est globalement la phlébite, puisqu'ensuite ça peut mener à la migration d'un thrombus qu'on appelle des emboles, et donc c'est ce qui donne le nom à l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est relativement simple, puisqu'il s'agit d'une maladie mécanique. Vous avez donc à un moment donné un caillot qui se forme dans une veine profonde des jambes, et ce caillot a une propension à se séparer des petites valvules et de la localisation initiale, et ensuite de suivre le trajet naturel du corps en remontant dans les veines profondes. On vous a expliqué que les veines étaient celles qui étaient pauvres en oxygène pour remonter vers le cœur pour être rechargées. Et donc vous voyez ici, avec ce système de petites flèches, que le caillot va transiter par le cœur. Vous avez dessiné le cœur au milieu avec seulement le côté droit du cœur. C'est celui qui reçoit donc le sang pauvre en oxygène pour ensuite l'éjecter dans vos poumons. La sortie du cœur, ça peut en fait se diviser. Le caillot peut se séparer en morceaux et donc aller à droite et à gauche de façon complètement aléatoire. Souvent, la question qui nous est posée, c'est pourquoi le thrombus reste bloqué dans le poumon. La grande crainte des patients qu'on rencontre, c'est majoritairement d'avoir un caillot qui vienne se loger dans la tête. Et donc, ce schéma-là, on va essayer de simplifier encore plus. On vous parle des petites vénules, donc des tout petits vaisseaux pauvres en oxygène qui vont ensuite migrer, comme on l'a dessiné tout à l'heure. Vous avez donc le passage par le cœur et le caillot ressort dans l'artère pulmonaire et va se promener dans le poumon. Le caillot en fait va être bloqué, comme vous le voyez ici, ça devient de petits vaisseaux en gros. Votre caillot va rester bloqué à cet endroit-là, le poumon sert de filtre et donc vous avez l'assurance que votre caillot ne peut pas migrer dans la tête puisqu'il ne peut pas rejoindre ensuite des vaisseaux plus importants et donc la circulation générale avec les vaisseaux qui montent notamment au niveau de la tête. Les symptômes principaux vont être l'essoufflement, la tachycardie, donc la sensation d'un pouls rapide, une douleur thoracique souvent, il peut y avoir également un malaise, une fatigue intense, et parfois cette embolie pulmonaire peut être complètement asymptomatique et découverte à l'occasion d'un scanner réalisé pour une autre cause. Je repars sur ce schéma-là, donc le caillot vient se loger à ce niveau du poumon. Là, c'est exactement pour un exemple. On vous montre sur un poumon où vous voyez qu'il y a plusieurs impacts à cet endroit-là de l'embolie pulmonaire. Et donc, l'essoufflement est provoqué par un territoire pulmonaire qui ne peut pas jouer son rôle. Vous avez un territoire complet de votre poumon qui est éteint. Ça a pour effet d'avoir un petit manque en oxygène qui va être compensé mécaniquement par une accélération du rythme cardiaque. La sensation de tachycardie, ça va être vous envoyez la même quantité de sang dans une moins grande quantité de poumon et donc mécaniquement vous faites plus de tours par minute et ça peut justifier de cette sensation de tachycardie qui est réelle avec une augmentation de la fréquence cardiaque. Les douleurs thoraciques peuvent être liées à cette zone qui n'est pas nourrie. Le poumon se nourrit du sang qui est pauvre en oxygène qui circule
Et donc cette zone qui est bouchée va se rétracter un petit peu, ça va donner ce qu'on peut appeler un infarctus pulmonaire, et ça c'est ce qui crée des douleurs thoraciques. Vous avez également une fatigue intense, donc on va vous parler plus tard des traitements de cette maladie, mais votre corps va contribuer à la destruction et à la résorption de ce caillot, et donc on puise un petit peu dans vos réserves, et c'est ça qui crée une fatigue importante. En résumé, l'embolie pulmonaire, c'est un accident de la coagulation qui se produit en forme d'un caillot qu'on appelle un thrombus, qui vient boucher la circulation d'une veine, et ce thrombus suit la circulation en se détachant et finit sa migration à l'intérieur du poumon en provoquant